Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Qui est de Brest? Elle aime bien Grougy, ma femme. Le doublé de Jérémy Le Doiron. Donnez-lui le ballon d'or. Balle de but pour Honora. La barre entrante. Mais ils sont fous ces Bretons. Ils sont fous ces Brestois. Des grands connaisseurs qui peuvent se permettre de parler à ma place. C'est bon d'aimer le Stade brestois. Brestoise, Brestois, vous l'avez vu, le Stade Brestois fait le travail face à Clermont ce dimanche. Une belle victoire 3-0 qui permet aux Brestois d'espérer finir l'année 2023 dans le premier tiers du tableau. Et même, on va pas se mentir, peut-être au-delà. Pour se permettre finalement de rêver, les Brestois n'ont pas le choix. Il faudra négocier au mieux la venue de Strasbourg, du Racing Club de Strasbourg. Un Racing Club de Strasbourg qui flirte aujourd'hui avec la zone de relégation. Seulement 3 petits points d'avance sur l'avant-dernier. Et surtout un Racing Club de Strasbourg qui reste quand même sur 7 matchs sans victoire. Pour autant, faut pas s'attendre à avoir un Strasbourg qui vient en victime expiatoire à Leblay ce jeudi. Et justement, pour mieux comprendre ce qui se passe à Strasbourg, l'état d'esprit du côté Strasbourg, on a la chance de recevoir aujourd'hui Guillaume, supporter du Racing. Alors Guillaume, tu es scout indépendant et analyste vidéo pour une agence de joueurs, mais tu es surtout et peut-être avant tout supporter assidu du Racing Club de Strasbourg. Guillaume, merci de ta présence. Je le dis tout de suite, on peut te retrouver sur Twitter, @Guillaume _vague. Alors, la situation de Strasbourg, elle est compliquée. Strasbourg 15e. Strasbourg, finalement, un seul petit point d'avance sur le barragiste. Strasbourg, surtout 7 matchs sans victoire. Je vais poser la question directement. Est-ce que tu considères qu'aujourd'hui, le Racing Club de Strasbourg est en crise ? Salut, écoute, non, moi je parlerai pas de crise, hein. Je vais peut-être être un peu à contre-courant de tous les échos et tous les commentaires qu'on peut lire sur les réseaux des supporters strasbourgeois. Moi je dirais pas en crise tout simplement parce que Strasbourg est une équipe ou un club historiquement taillé pour se maintenir en Ligue 1, qui est beaucoup plus habitué à jouer la deuxième partie de tableau que le haut de classement, même si ça arrivait de temps en temps évidemment, et heureusement d'ailleurs. Et c'est pour ça que je ne parlerai pas de crise, pas encore en tout cas, parce que déjà, comme tu le dis, c'est un petit point d'avance, mais ça reste toujours une avance avec un match en moins. En cas de victoire jeudi, ça mettrait l'équipe à 4 points du barragiste. Barragiste n'est pas synonyme de relégation, c'est juste synonyme de ballottage éventuellement défavorable en prenant en compte l'état d'esprit des différentes équipes présentes au barrage. Mais voilà, moi je ne parlerai pas de crise pour ces raisons-là. Le projet commence, on nous tanne à maintes reprises, semaine après semaine, qu'il faut laisser du temps au projet. Moi je veux bien, et je vois depuis la longue trêve là, de 3 semaines pour Strasbourg, suite au premier match reporté contre Brest, je vois des signes d'amélioration, donc je m'accroche à ça. C'est peu, certes, dans les chiffres on est meilleur. Dans le contenu, on est meilleur. Alors, c'est toujours pas flamboyant, c'est toujours pas une équipe qui va jouer les places européennes. Mais pour moi, sur les 2 derniers matchs, là, Marseille et Reims, je vois pas non plus une équipe 17e de Ligue 1, quoi. Donc, je m'accroche à pas grand-chose. Je garde espoir, je pense être un des rares optimistes qui restent. Mais voilà, pour l'instant, je suis pas encore très inquiet. Je le serai peut-être en cas de défaite. Mais voilà, donc pour toutes ces raisons-là, moi je ne parle pas encore de crise, juste de scénarios qu'on connaît. Mais cette fois-ci, c'est la jeunesse qui pourrait être problématique, puisque quand tu joues le maintien, il faut du caractère, il faut généralement de l'expérience, des vieux briscards, avoir des attitudes, et puis savoir gérer aussi des matchs à forte pression. Puisque plus tu perds, plus tu entres dans une spirale négative, donc tu perds la confiance. Chaque match est plus important que le précédent. Donc voilà, c'est tout ça qui font douter. Mais je ne parlerai pas encore de crise. On verra à la limite à la trêve de mi-saison. Eh bien justement, tu évoques le nouveau projet. Parlons-en justement de ce nouveau projet. Cet été, Blue & Co a racheté le club, a réalisé quelques investissements, quand même près de 70 millions de transferts.
Mais de loin, on a un peu de mal à saisir ce qui est le projet du Racing Club aujourd'hui. Est-ce que le projet, c'est d'être européen régulièrement dans les années à venir? Est-ce que c'est d'être une sorte de tremplin pour Chelsea ou quelque chose de totalement différent? Est-ce que tu peux nous éclairer sur ce qu'est aujourd'hui le projet Blue & Co à Strasbourg? Ouais, ce projet, ce rachat, c'est un peu là que le bas blesse parce que voilà, il y a un sentiment d'être un peu floué là-dessus. Peut-être un manque de transparence, un manque d'honnêteté, je dirais même, dans la communication, parce que voilà, je me rappelle du terme utilisé lors du communiqué officiel de présentation du rachat et du projet, où ça parlait de club frère entre Chelsea et Strasbourg. La réalité ou les faits font penser que c'est plus un club satellite traditionnel qu'un autre fonctionnement, où Strasbourg sera le petit et Chelsea la tête d'affiche. Bon, ça, c'est pas une insulte de dire que Strasbourg est plus petit que Chelsea, évidemment. Ce qui est un peu plus dommageable, c'est de vraiment considérer comme tel Strasbourg et de ne pas l'assumer. On nous parle de jouer l'Europe dans les prochaines saisons. Donc on ne va pas juger sur la première, puisque voilà, c'est la première saison du projet. Donc évidemment que tout ne va pas se métamorphoser en 6 mois, même si tout le monde évidemment l'aurait voulu. On sait que ce n'est pas le cas et il faut être honnête et réaliste là-dessus. Donc on va laisser encore du temps au projet. Mais voilà, on a le sentiment aussi qu'en interne, Strasbourg et Keller n'ont plus la main mise sur le choix du club, sur la gouvernance, que c'est un peu Chelsea qui donne son aval pour tout, ce qui est, on va dire, plutôt normal, puisque c'est eux qui injectent les fonds, finalement. Donc c'est normal qu'ils aient leur mot à dire, ou en tout cas le dernier mot. Mais voilà, on a quand même un sentiment que tout en interne est bridé, mis au détriment de Chelsea, sous validation constante de Chelsea, que Marc Keller est un peu la garantie ou la caution du projet. Moi, mon sentiment, c'est que Marc Keller ne restera plus longtemps au club. Mais voilà, ça c'est une impression et c'est pas une info, c'est rien de réel pour le coup, c'est pas factuel. Donc ouais, on a un peu un sentiment d'être floué autour de ce projet. Quelle est la vraie démarche? Quel est le réel objectif? Jouer l'Europe chaque année, personnellement, j'y crois pas. Parce que voilà, on reste Strasbourg, donc faut rester à notre place et je suis pas sûr qu'on puisse devenir un grand club français sous le pavillon américain. Surtout quand on voit ce que ça donne dans les autres clubs, ça appelle au négativisme. Quand tu vois les Textors et autres investisseurs américains, ou même juste l'état dans lequel se trouve Chelsea actuellement. Alors que c'est un club sous Abramovich qui a su s'imposer en Angleterre et qui commence, je ne vais pas parler de disparition, mais qui perd de sa superbe depuis que Bully, voilà, je cherchais son nom, depuis que Todd Bully est actionnaire. Donc ouais, c'est beaucoup de mal à se projeter sur ce projet. Et on est dans la politique du wait and see, malheureusement. On n'a pas d'autre choix. On peut critiquer à l'instant T et passer pour des cons dans 3 ans. Comme à l'inverse, on peut se montrer très ambitieux et optimiste aujourd'hui et être comme des cons dans 3 ans parce que tout l'inverse sera produit. On n'est pas à l'abri de subir un sort comme les Stacks avec le Citigroup. Comme on n'est pas à l'abri de finir bas comme Bordeaux, même si nous, on a déjà vécu ça à Strasbourg par justement des investisseurs américains et l'époque McCormack. Donc ouais, le vocal est long, mais je réponds comme ça me vient. Donc c'est un peu superflu, comme le projet Blue & Co d'ailleurs. Donc voilà, j'espère avoir été complet s'il te manque des éléments. Mais grosso modo, entre le projet vendu par Blue & Co pour le Racing et ce qui se passe actuellement, on sent que malheureusement, on est sur un autre niveau, sur un autre étage, et que c'est pas tout à fait conforme aux attentes et aux ambitions prononcées. Pour mener ce projet que tu qualifies donc de flou, Blue & Co a fait le choix de Patrick Vieira. De loin, on a l'impression que c'est un entraîneur qui est extrêmement critiqué en ce moment, et peut-être même qui pourrait jouer sa place sur ce match face à Brest.
Ouais, bah, a priori, Patrick Vieira cochait toutes les cases, hein, savoir parler plusieurs langues, parce qu'il parle français, évidemment, anglais, italien. Il a déjà vécu aussi en tant qu'entraîneur dans une galaxie, à savoir le City Group avec Manchester City et New York City. Ensuite, il a aussi fait ses classes dans des équipes de jeunes. Je crois qu'il avait l'académie à City notamment. Donc, il avait des arguments pour convaincre Bluko et Mark Keller, qui étaient dans le processus de décision. Maintenant, oui, il est très critiqué parce que voilà, on est supporter, mais on a aussi des yeux. On voit que le football pratiqué, à défaut d'être efficace, bah, il est quasiment inexistant. On se plaint aussi du manque de progression et d'amélioration de l'équipe depuis sa prise de pouvoir. Au final, on ne connaît pas trop la patte Vieira, sans faire de jeu de mots. Non, donc ouais, entre la première journée et la 10e journée, dans toutes les équipes, on voit des axes de progression quand c'est un nouveau coach. Farioli, qui manquait de référence, parvient à faire un excellent début de saison à Nice. Et puis voilà, je ne vais pas commencer à citer parce que je vais être brouillon et je vais en oublier et j'ai pas envie d'être abstrait. Mais voilà, Patrick Vieira, c'est pas un nouveau coach en plus. Il a déjà eu des expériences en première ligue dans un championnat très exigeant. On va mettre à sa décharge qu'il a un effectif très jeune. Je ne suis pas sûr qu'il ait eu son mot à dire sur tous les joueurs recrutés. Je ne suis pas sûr non plus que toutes ces demandes aient été, comment dire, ont été satisfaites, ont été... Oh putain, je trouve pas le mot. Voilà. Je ne pense pas que toutes ces demandes ont été remplies, tous ces besoins. Il se plaint beaucoup du manque d'expérience, mais d'un côté, il y a des joueurs d'expérience que lui-même n'utilise pas au sein du club. Il manque aussi de profils de joueurs de couloir notamment, alors que son jeu est très axé sur ce genre d'ailier percutant dribbleur, avec notamment des joueurs qu'il a pu faire éclore en Angleterre, avec, je crois, il y avait Michael Olise par exemple. Mais voilà, donc il a des circonstances atténuantes, à savoir la construction de l'effectif qui pour moi est catastrophique. Des recrues insignifiantes, on ne sait pas ce qu'elles font là. On sait Douceau par exemple qui a recruté 3 millions, qui fait que des bancs, qui n'a pas fait une minute en pro, qui a très peu joué avec la réserve. On ne sait pas trop pourquoi il a été recruté, en plus d'avoir des qualités intrinsèques en deçà du niveau Ligue 1 selon moi. Maintenant, dire qu'il est énormément critiqué, oui, c'est une vérité. Et dire que son destin pourrait même dépendre du résultat à Brest, là, moi, j'y crois pas. J'y crois pas déjà parce qu'il est arrivé avec un contrat de 3 ans, donc ça coûterait cher au licenciement. Et ensuite parce qu'on a un staff composé de 10 ou 15 membres, je crois, dans ces eaux-là. Donc si tu licencies Vieira, je pense qu'il faut licencier aussi des membres du staff, comme c'est le cas généralement d'ailleurs. Donc ce serait encore beaucoup de membres fois 3 ans de salaire. Donc là encore, c'est un énorme coût. Et ensuite, parce que les dirigeants, Mark Keller notamment, parlent beaucoup de patience, de donner patience, prendre le temps, nouveaux projets. Donc voilà, il a l'air d'être... Et puis c'est pas sa philosophie. Donc si c'est vraiment Mark Keller qui décide, et Vieira, à moins de réelles catastrophes sportives, devrait à minima finir la saison, parce que voilà, Mark Keller n'est pas un homme qui a pour habitude de licencier les coachs, ni de tirer des conclusions hâtives. En revanche, si c'est Bluco et Chelsea qui a vraiment les pleins pouvoirs et que Keller n'est que l'exécutant, bah dans ce cas-là, Vieira, oui, pourrait être remis en cause rapidement. Mais je pense que c'est vraiment pas la philosophie des décideurs. Et je pense qu'un licenciement de Vieira n'est pas non plus à l'ordre du jour à court terme. Sauf si, encore une fois, d'ici, je sais pas, 5, 6, 7 journées, il n'y a pas d'amélioration. On est dernier, évidemment qu'il faudra songer à changer. Mais je pense que, en tout cas, au niveau du résultat contre Brest, il ne sera pas plus inquiété que ça. Même si en interne, ça grince aussi des dents sur sa gestion des hommes. Avec une recrue achetée pour 20 millions d'euros qui est sur le banc, par exemple.
et du mal aussi à faire passer un cap à des jeunes après 3 mois de Ligue 1, ce qui est très peu d'ailleurs, et qui n'étaient pas prêts pour jouer en Ligue 1 aussitôt, aussi souvent et aussi vite. Tu dresses quand même un tableau assez négatif. Pourtant, en tout début du podcast, tu nous disais que tu avais vu un peu de progression dans les 2 derniers matchs. On peut aller là-dessus. Qu'est-ce qui fonctionne, ou en tout cas a fonctionné sur ces derniers matchs, peut-être un peu mieux du côté de Strasbourg? Que ce soit en termes de joueurs, de secteur, de système, même de comportement. Ouais, je vais plus insister sur les 2 derniers matchs, Marseille et Reims, parce qu'on a eu 3 semaines de coupure, donc ça a permis de bien recharger les batteries, de bien bosser. Et je pense que ça a été assez bénéfique, globalement, parce que déjà on a su se créer des situations, de choses qui étaient très rares jusqu'à présent lors des 11 ou 12 premières rencontres. On avait du mal offensivement à se créer des occasions, à se trouver. Dans l'animation du jeu, c'était faiblard. Non, donc voilà, déjà c'est du progrès à ce niveau-là déjà, puisque contre Marseille, on marque rapidement en plus en première période. C'était notre premier but inscrit en première période de la saison. Donc tu vois qu'il s'est bien fait attendre. Contre Reims, on est aussi très dangereux encore en début de match avec une énorme situation. On obtient un penalty. Penalty, donc c'est synonyme déjà d'être dans la surface de réparation. Donc là, quand je dis que je m'accroche à rien, c'est vraiment à pas grand-chose. Force est de constater qu'on a des stats plus favorables sur ces 2 derniers matchs par rapport à ce qu'on a connu, notamment au niveau des expected goals. Donc certains diront, à raison d'ailleurs, que les stats et la data ne rapportent pas de points, certes. En revanche, elles permettent d'analyser, comprendre le contenu et pour ma part de relativiser sur les différents matchs et sur les points pris ou perdus jusqu'à présent. Au début du match contre Marseille, tu me dis qu'on va faire un match nul, je signe dès demain. À la fin, je suis presque déçu de n'avoir fait qu'un nul, puisque bah, voilà, on a été plutôt bon. Je pense que c'est notre meilleur match de la saison. On manque un peu de constance. Physiquement, on termine les matchs correctement. Donc c'est pas sur ce plan-là qu'il faut travailler. C'est plus technique, tactique et mental. Donc ça fait beaucoup, certes. Mais encore une fois, moi, j'ai vu des axes de progression. Voilà, donc je me trompe peut-être. J'ai peut-être eu une mauvaise lecture de la situation. Mais c'est ce qui me rend un peu optimiste sur les prochaines échéances. En toute honnêteté et en toute humilité, Brest n'est pas une équipe qui m'inquiète particulièrement, même si le début de saison est très réussi évidemment et que j'aurais bien aimé que Strasbourg soit à leur place. C'est pas une équipe qui me fait peur. Pierre Lesmilo, qui est une des pièces maîtresses, va être absente, donc c'est aussi un bon point. Ensuite, d'un point de vue théorique, c'est très difficile de remporter 2 matchs consécutifs à domicile quand t'as que 4 jours. Nous, on en a 6. Donc ça joue aussi. Et puis voilà, donc je suis assez confiant pour l'instant. On verra. Et encore une fois, je me base sur les progrès aperçus lors des 2 derniers matchs. Et surtout, il y a une continuité. Au début, Patrick Vieira a mis du temps à trouver sa formule. Je pense qu'il commence à la trouver. Il a beaucoup tâtonné tactiquement. Il a essayé plusieurs dispositifs, essayé un peu tous les joueurs. Ce qui m'a un peu surpris parce que normalement, tu es censé le faire pendant les matchs amicaux et tu es censé commencer la saison avec ton idée la plus proche, précise du 11 que tu vas aligner sur la saison. Nous, ça a mis 5-6 matchs pour avoir une idée déjà des joueurs qui pourraient être utilisés à quel poste. Enfin, à tel poste, dans tel rôle, dans telle situation. Donc déjà, tu perds du temps, tu perds de la confiance aussi parce que tu n'as pas les bons résultats. Donc voilà, je pense qu'il commence un peu à trouver son système, ses hommes, ses joueurs. Il y a un peu moins de turnover qu'avant. Et voilà, là, il va commencer à s'appuyer sur un groupe de base et y sortir le moins possible, ou en fonction des blessures en tout cas. Et ça ne peut qu'être positif aussi, à force de jouer, les joueurs vont progresser, vont mieux se connaître. Il va y avoir un peu plus d'automatisme aussi. Et voilà, ce qui est malheureux, c'est de faire ce constat-là à la 13e journée, alors que tu es censé le faire à la 3e ou 4e journée déjà. Donc bon, mieux vaut tard que jamais. Ce n'est pas trop tard. Et on peut encore remonter au classement
et respirer un peu plus par rapport à la menace de la zone rouge. Mais il y a des matchs importants qui arrivent. Brest en fait partie. Il y a Le Havre dimanche à domicile qui est un promu. Indépendamment de leur bonne saison, les promus à Strasbourg, on est en droit de vouloir les taper, de vouloir les battre et de le réclamer surtout. Donc voilà, c'est une semaine assez charnière de mon côté. Oui, tu parles de semaine charnière pour vous, une semaine sur laquelle vous allez essayer de renforcer vos certitudes, mais où aussi vous allez devoir vous confronter à des grosses inquiétudes, des gros points noirs. C'est quoi aujourd'hui les gros points noirs de Strasbourg, les points faibles que le Stade Brestois peut exploiter pour l'emporter? S'il y a des points faibles, je pense que j'en parlerai pas au cas où le coach et les joueurs vous lisent. Je vais pas donner les clés pour une défaite de mon équipe. Non, blague à part, c'est une équipe qui manque de confiance, qui manque de repères malgré les quelques derniers bons matchs, donc qui est quand même dans le bas du classement, proche de la zone rouge. Donc forcément, ça crée un manque de confiance. Des fois, les jambes qui tremblotent un peu. C'est un second déplacement en 4 jours, donc tout l'inverse de vous. Nous, on fait 2 déplacements consécutifs avant de recevoir dimanche. Donc voilà, tu joues ces 2 matchs hors de tes bases, parce que je parle de Reims en même temps. Tu enchaînes avec Brest, qui est à l'inverse dans une dynamique bien plus positive que la nôtre, qui sort d'un succès 3-0 aussi, donc mentalement gonflé à bloc, sûr de ses forces, avec en plus des beaux buts. Donc ça donne un peu des ailes aux joueurs de temps en temps. Quand nous, on a le sentiment que rien ne nous réussit et que parfois on peut jouer pendant 200 jours sans tirer au but. Donc ça va surtout jouer sur l'aspect mental. On a été plutôt défaillant dans ce registre-là depuis le début de saison. Et quand tu concèdes un but, tu peux vite flancher derrière. Donc voilà, moi à la place des Brestois, j'insisterai. Je resterai patient, même en cas de but encaissé, parce que tu n'es pas à l'abri d'une erreur adverse, donc en l'occurrence d'une erreur des Strasbourgeois pour relancer le match. Il y a quelques buts un peu cadeaux, beaucoup d'erreurs de placement, de communication, d'automatisme. Et puis surtout, j'ai un peu le sentiment qu'on ne sait pas bien défendre, surtout quand on est mis sous pression. Donc subir, ce n'est pas notre point fort. Donc à partir du moment où Brest aura un temps fort de 15 ou 20 minutes, je suis à peu près certain qu'il y aura un but dans cette période-là. Donc à la place des Brestois, moi je ne paniquerai pas, quel que soit le début de match, même s'il y a 1 ou 2-0 pour Strasbourg. Il faut rester appliqué, discipliné. Le vent peut tourner, en plus les conditions seront compliquées, certes pour les 2 équipes, mais quand même avec du froid. Je ne sais pas quelle météo est attendue, mais voilà, Brest c'est quand même un climat avec un vent glacial dans cette période-là. Donc ça peut aussi jouer sur les automatismes. Physiquement, il ne faudra pas espérer être au-dessus de Strasbourg, je pense, parce que comme je disais précédemment, je nous trouve très au point là-dessus. Mais c'est surtout le reste, donc techniquement, mentalement et tout le reste qui peut faire la différence. Et voilà, j'insiste là-dessus. Mais pour moi, Brest doit se montrer patient, pas se précipiter et réduire au maximum les espaces dans le dos aussi, puisque construire, c'est pas notre point fort. Malgré les volontés de Patrick Vieira d'avoir la possession, Dixit, sa conférence de presse, de présentation, on est un peu plus fort dans la transition. Donc voilà, vraiment rester discipliné, appliqué. Et puis, si tu mets tous ces ingrédients-là, ça devrait le faire pour Brest, malheureusement pour nous les Strasbourgeois. Merci Guillaume pour ton temps, pour tes réponses précises et documentées. C'est très plaisant d'avoir des supporters qui connaissent aussi bien leur club. On te souhaite un bon match. Je te demande pas ton pronostic puisque tu me l'as donné en off, à savoir que tu es assez optimiste et tu annonces une victoire du Racing de Buzyn, sauf si Mats Sels est blessé. C'est l'incertitude qui vient de tomber, donc on verra si Mats Sels est là. En tout cas, on te souhaite un bon match, pas trop non plus, puisque nous, on a envie de rêver. Et le rêve, ça commence peut-être par une victoire face à Strasbourg ce jeudi soir habituel de soirée européenne. Voilà, on n'en dira pas plus. On vous souhaite un bon match, supporters brestois. Un épisode va sortir, est peut-être déjà sorti. Enfin, un autre épisode va sortir quasiment en même temps pour revenir sur le dernier mois brestois qui a été quand même assez excellent. Voilà, on se dit à jeudi, Kenavo, et allez Brest.